De même que Lucien Van de Wenger, pour des raisons professionnelles. Premier point à l'ordre du jour, les procès-verbaux de séance publique du 24 octobre et du 21 novembre. Le PV du 24 octobre avait été déposé sur vos tables lors du dernier conseil communal, donc le 21 novembre, et vous avez reçu dans la convocation celui du 21 novembre. Donc, commençons par le mois d'octobre. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions? Non, on peut l'adopter en l'état. Ok. Maintenant, celui du 21 novembre. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, on l'adopte en l'état. Ok. Le point suivant, la comptabilité du CPS, et plus particulièrement le budget de l'exercice 2020. Et je cède la parole à l'échelle des finances qui va regarder très longtemps ce soir. Voilà, donc on va lire la note de politique générale du CPS qui est résumée à ce qui a été donné en 2019. Après la modification par la tutelle, on est à 546 095,14 €. Il n'y a pas eu de modification au niveau de l'espace de vie. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? C'est une communication de toute façon. Voilà. Et nous en arrivons au budget communal maintenant, j'entends. On va d'abord examiner un extrait de la politique qui est annexé au budget. Opinion des villes et communes. Je voulais remercier les travailleurs sociaux, paramédicaux et autres, qui au quotidien s'investissent et accompagnent les personnes les plus fragiles de notre société, et particulièrement celles de notre commune. Je trouve qu'on ne mérite pas passer à l'honneur dans le travail de sa contribution. Et donc, je voudrais vraiment qu'on puisse leur porter ce message, que le conseil communal les remercie de tout ce qu'ils ont contribué. D'autres actes, pas de problème. D'autres interventions? Non. D'autres décisions par rapport au budget CPS? Ok, le point suivant, il s'agit d'une modification du statut définir des grades légaux du CPS. Ceci résulte d'une décision qui a été prise dans le cadre d'un comité de négociation au niveau régional. Donc, ça signifie qu'il ne nous appartient pas de juger de cette décision et donc de l'acter et de la traduire dans les faits. En fait, qu'est-ce que cela signifie? C'est que les grades légaux du CPS, autrement dit directeur général et directeur financier, quand il y a un directeur financier, ce qui n'est pas notre cas, puisque vous savez que le directeur financier est actif sur la commune et sur le CPS. Et donc, le directeur général du CPS verra ses émoluments alignés sur ceux de la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Est-ce qu'on peut être d'accord avec cette modification? Ok. Le point suivant, la régie communale autonome et le contrat de gestion. Oui. Donc, le contrat de gestion qui a une durée de 3 ans, vais-je dire, doit être renouvelé. Donc, il a été validé par le conseil d'administration le 3 décembre dernier. Donc, au niveau du précédent contrat de gestion, il y a deux modifications importantes. La première modification, c'est la problématique du subside qui est liée au prix maintenant, puisque ça ne peut plus être un subside de fonctionnement. C'est une obligation par rapport à la TVA, je crois qu'on s'en a déjà expliqué.
Et il y a aussi une mise à jour de la liste des membres personnels qui sont affectés aux activités de la régie communale autonome. Voilà, il n'y a pas d'autres modifications importantes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce contrat de gestion? Non. Votre décision? Je garderai le même vote que lors de la régie communale autonome. Ok. Le point suivant, c'est le plan d'entreprise de la RCA 2020-2024. Oui, donc au niveau du plan d'entreprise que vous avez sous les yeux, donc je suppose que la lecture qui devait être faite, donc dans les premières pages, vous avez les chiffres tels quels arrêtés au 30 septembre 2019, et puis il y a une extrapolation jusqu'au 31 du 12 2019, et puis vous avez l'extrapolation pour toute l'année 2020. Je pense que les rubriques sont assez parlantes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je ne vais peut-être pas tout détailler. Ce qu'il faut retenir, à mon sens, au niveau du résultat, donc le résultat escompté pour l'année 2019 est un bénéfice de 20 220 euros, et pour l'année 2020 de 3 280 euros. Des questions à propos du plan d'entreprise? Non. Votre décision? Pour les mêmes raisons. Et enfin, toujours pour la RCA, l'octroi d'un subside lié au prix pour l'année 2020. Oui, on vous propose d'accorder un subside donc, qui est lié au prix pour un montant maximum de 344 500 euros TVA compris. Donc, subside lié au prix, donc qu'est-ce que c'est en gros? Donc, on doit déterminer le prix de revient du coût d'une entrée à la piscine par rapport au prix qui est pratiqué et qui est réclamé à la personne qui a se baigner. Et donc la commune doit verser la différence, TVA comprise, puisque l'administration fiscale estime que c'est un subside qui est lié au prix, donc qui rentre dans le calcul de la TVA. Donc la régie communale autonome devra reverser un montant de TVA de 6% sur le subside qu'elle recevra. Des questions? Votre décision? Comme à la régie communale autonome. Parfait. Ouais, ça. L'octroi d'un subside pour l'association sportive de Saint-Georges. Oui, donc on vous propose d'accorder un subside de 16 500 euros à la SSG. Et donc la SBL, comme d'habitude, sera tenue de justifier ce subside auprès du conseil communal en transmettant notamment les pièces justificatives, ses comptes annuels et son rapport annuel. Des questions? Non. Votre décision? Le subside de fonctionnement pour la SBL Maison des Jeunes. Un subside de fonctionnement de 10 000 euros pour la Maison des Jeunes, et elle sera également tenue de justifier l'utilisation du subside en transmettant à la commune son compte et son rapport d'activité. Oui, des questions? Oui. Est-ce que je me trompe si je dis qu'on n'a pas eu de rapport d'activité depuis 1 an? Ils n'ont pas demandé leur subside. Ils n'ont pas demandé leur subside, donc ils ne sont pas tenus de justifier leur utilisation puisqu'ils n'ont pas reçu, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de. Donc pas de rapport d'activité si pas de subside. Voilà. Ils n'ont pas demandé leur subside. Si pas de subside donné. Ouais. Et quand ils le reçoivent, alors c'est un rapport d'activité pour l'année où ils l'ont reçu. Ils ne vont pas faire un return sur les années précédentes. Ok, on est d'accord avec l'octroi du subside de fonctionnement pour la Maison des Jeunes? Point suivant, la même chose pour la Galipette, l'octroi d'un subside de fonctionnement en 2020. De 17 000 euros, idem, ce subside devra être justifié en transmettant le compte et le rapport d'activité. Pas de questions? Votre décision? Centre culturel de Saint-Georges octroie un subside de fonctionnement. On a juste une parenthèse qui fait référence à la décision prise au Conseil communal du 21 du 6 2018, où nous avions vu
préalablement à toute chose, nous positionner quant aux nouvelles exigences venant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, donc le subside de 52 000 € qui était de 50 000 l'année passée. Et donc, de nouveau, la SBL est tenue de transmettre le justificatif et ses comptes auprès du conseil communal. Des questions? Les recettes pour ça, les spectacles, ça ne va pas combler. Pas possible. Ben oui, bien sûr. La même chose dans la piscine, hein. Ça marche bien, mais ça coûte plus cher. Voilà, votre décision, s'il n'y a plus d'autres questions. Le point suivant. Point numéro 11, la répartition des subsides aux groupements et associations, ainsi que la détermination des cotisations aux associations pour 2020. Oui, donc comme chaque année, il y a deux catégories d'associations par rapport au type de subside. Donc il y a une catégorie qui reçoit un montant forfaitaire et une catégorie qui perçoit un subside qui est proportionnel au nombre de membres qui habitent la commune. Donc ça concerne les amicales des pensionnés ou les amicales des pensionnés, les groupements de jeunesse et les amicales des écoles. Idem que pour les autres subventions, donc le bénéficiaire est tenu de justifier l'emploi du subside en transmettant son rapport annuel et son rapport d'activité. Question? Moi, j'ai juste une petite question. Je pense que dans les groupements de loisirs, je me dis, 125 €, ça ne fait pas vraiment grand-chose avec 125 €. Alors qu'il était mis dans votre programme comme dans le nôtre, mais dans le vôtre aussi, je crois qu'il fallait les aider et encourager cette. Mais je me dis qu'avec 125 €, c'est pas énorme. Oui, les aides ne se limitent pas nécessairement à un versement financier. Oui, il y a parfois. Je dirais bien qu'il y a souvent une intervention, par exemple, du service de voirie, parce qu'il y a la fourniture de matériel, le montage de l'une ou l'autre chose, le démontage, et aller rechercher le matériel prêté. Donc, c'est un peu plus complexe que de se limiter simplement au montant de 125 €. Il y a des autres aussi pour les ASBO, pour les groupements comme ça, j'ai vu 125 € pour acheter des fournitures. Il faut revoir peut-être à la hausse. On peut imaginer l'indexation à un moment donné. Oui. Enfin, c'est vrai que je pense que le niveau est outre que le cash. On leur donne quand même un peu combien d'ailleurs ils disent souvent, s'ils ne peuvent pas disposer de des chapiteaux, etc. C'est un fameux truc pour eux, là, au niveau de leur activité, je pense que c'est déjà pas mal. D'autres questions? Oui. Je l'avais déjà signalé par rapport à compétent. Oui. Je vais vous faire la réponse que je vous ai faite. Donc, c'est pas parce qu'un groupement est inscrit que d'office il a son subside, et le groupement, comme vous l'avez dit, est tenu de justifier par un. Mais c'est pas un groupement. C'est pas un groupement, c'est un monsieur tout seul qui organise un barbecue dans le. C'est pas un groupement. Il y a pas de. On verra quand ce groupement, ou cette personne qui vous écoute, rencontrera son rapport d'activité, on verra ce qu'il en est, on verra si. Oui, mais son rapport d'activité, c'est des factures. Et donc, qu'est-ce que vous attendez de plus? Qu'est-ce qu'il va devoir remettre de plus pour être identifié comme groupement? Qu'est-ce qu'il fera? Vous allez décider de donner le montant. Il y a un document qui est établi pour toutes les associations, donc c'est pas eux qui décident, donc il y a des questions qui sont posées, je ne les connais pas par cœur. Je pense qu'on montre qui compose l'association, les activités qu'ils réalisent sur l'année, les budgets dont ils disposent, etc. Donc il y a différentes questions à répondre, et en fonction de ça, on décide s'ils entrent ou pas dans les critères. Donc la question est de savoir s'il existe bien une association. Là, il n'y a pas d'association. Mais ça peut être une association israélienne. Oui, c'est d'accord. Mais une association à lui tout seul, ça n'existe pas. Mais aussi, alors je suis une association. Je n'ai jamais dit ça. Je vous dis qu'on montre qui compose l'association. Donc déjà, on verra par rapport à la réponse à cette question. C'est pour ça que je dis ici, il y aura un contrôle sur le fait qu'il y a une véritable association. Oui. D'accord. Il y a un contrôle à chaque fois qu'on octroie un subside. C'est sûr et certain que ce n'est pas une association. Et pas de reddition de compte et pas de justification, égale pas de subside. Et je me répète, c'est parce qu'ils sont inscrits ici que d'office. Non. On pose la question de savoir comment vous allez vérifier ce fait que ce n'est pas une association. Je continue sur l'ensemble du document parce que j'ai d'autres remarques à faire. Ah oui, mais je vous en prie.
la question, c'est concernant les subsides. On avait déjà dit les années précédentes, les subsides octroyés aux amicales d'école. Encore une fois, quand on regarde un peu plus attentivement, on voit que les pensionnés, les amicales de pensionnés, c'est 8 € par membre, les groupements de jeunesse, c'est 7 € par membre, et on voit que pour les amicales des écoles, c'est 2 € par élève. Ça reste, alors si tout à l'heure ici mon collègue a remarqué que 125 € pour une association pour organiser des choses, 2 € comme subside d'aide aux élèves de nos écoles, que ce soit Don Bosco ou la Fénée, ça me paraît quand même dérisoire. Parce que 2 €, à part une entrée, je pense, au musée royaux d'art et d'histoire à Bruxelles, et encore il faudrait y arriver, je ne vois pas ce qu'on peut se payer avec 2 €. Ça, on avait déjà discuté aussi. Je vais faire un parallèle avec les associations. Il n'y a pas non plus que du cash qui est donné aux écoles. On fait par exemple des cadeaux pour la Saint-Nicolas. Enfin, il y a d'autres interventions que simplement du cash. Mais pourquoi une telle disparité? Par exemple, le groupement de jeunesse bénéficie à la fois aussi de 7 €, mais aussi d'aides supplémentaires. On les aide aussi pour les installations de la même manière que ce que vous venez de décrire par rapport aux écoles. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager quand même une augmentation du cash distribué pour les élèves, qui restent quand même des élèves dont les parents sont habitants de Saint-Georges. Hein, ce sont la condition sine qua non, c'est d'être domiciliés à Saint-Georges. Donc, voilà. Eh bien, je crois qu'il y a quand même un distinguo à faire entre, par exemple, une association de pensionnés et des écoles, dans la mesure où la Fédération Wallonie-Bruxelles est quand même derrière les écoles pour soutenir leurs activités, me semble-t-il. Oui, on n'a pas d'école communale ici sur le territoire de la commune. Oui, mais je peux vous garantir qu'il y a des différences entre les écoles communales et les écoles qui sont uniquement subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'ici, ce ne serait pas de trop que d'octroyer un subside communal aux enfants de notre commune pour permettre des activités en dehors. Et je rappelle aussi que ce subside qui est donné pour le fonctionnement de l'école ne vise pas les activités extrascolaires ou ce type de choses qui restent encore du domaine de la débrouille pour la plupart des établissements scolaires. Et donc, voilà, ici, c'est 2 € augmentés au même tarif, par exemple, que les associations, les groupements de jeunesse, ce ne serait pas inutile pour pouvoir aider ces enfants à avoir des activités extrascolaires dignes de ce nom. Ça mériterait d'être affiné, en tout cas. Autre chose, concernant les cotisations aux associations en général, on a l'OIE, on comprend le partenariat que nous avons avec l'OIE, notamment pour les fêtes de vacances. La question que je me pose, pourquoi une cotisation à l'œuvre de la lumière? Alors naturellement, je ne remets pas en cause avec la qualité de cette AIPL, c'est une AIPL. Pourquoi la lumière? Pourquoi pas d'autres organismes, d'autres ASPL qui ont aussi des objectifs caritatifs de ce type-là? Pourquoi la lumière? Ça pourrait être examiné, en fait. Pourquoi pas étendre le champ d'action? Pourquoi la lumière en particulier? En particulier, notamment parce qu'il y a une collaboration étroite entre la lumière et la commune. La lumière nous rend énormément de services, par exemple pour les questions de publipostage, l'envoi de documents en destination de la population, etc. Et il nous faut gagner en réalité beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais c'est une tradition de longue date. Je ne sais pas, je pense que quand nous sommes arrivés en 2001, c'était déjà clairement établi. On n'a pas encore ça, c'est pourquoi uniquement la lumière? On pourrait ajouter d'autres associations qui mériteraient aussi un pouce de la commune. Je pense qu'il y a infiniment d'associations pour lesquelles on pourrait effectivement se dire, tiens, est-ce qu'elle ne mérite pas un coup de pouce? Mais voilà. Choisir, c'est renoncer. Poursuivez, par exemple. D'autres interventions? D'autres décisions par rapport à cette répartition des subsides? Le point numéro 12.
ici on quitte le champ des subsides pour celui de l'octroi d'avance en 2020 et ça concerne essentiellement la Galipette et le centre culturel. Les avances financières leur permettent de démarrer sereinement leur activité en attendant d'avoir d'autres rentrées qui sont parfois un peu plus laborieuses à obtenir. Donc, Jean-François, je te laisse continuer. Oui, donc une avance de fonds récupérables pour le centre culturel de 20 000 € et une avance de fonds récupérables pour la Galipette de 25 000 €. Des questions? Autre décision? Point numéro 13. Dotation financière en direction de la zone de police nécessaire. Donc une dotation à l'ordinaire de 564 122,68 € et une dotation à l'extraordinaire de 27 924,56 €. Des questions par rapport à ces dotations en direction de la police? Non? Autre décision? Fabrique d'églises sur les bois, modification budgétaire numéro 1 de l'exercice 2019. La modification budgétaire a été examinée par nos souhaits et également par les souhaits du chef de Césaire, qui a arrêté la modification sans remarque aucune. Et cette modification ne modifie en rien la dotation communale dans la mesure où ce sont simplement des ajustements internes qui sont faits dans les différents postes budgétaires. Des questions par rapport à cette modification budgétaire? Non. Votre avis? Abstention. Bien. Le point suivant, le point numéro 15. C'est en fait, bon, il y a eu un lapsus dans l'ordre du jour. Vous avez reçu l'approbation de la redevance pour les changements de prénom. Voilà, vous le savez comme ça, mais en réalité, ce que nous devions porter à votre connaissance, c'était l'examen fait par le ministre des Pouvoirs locaux quant à la modification budgétaire numéro 2 de l'exercice 2019. Oui. Et donc le bon document de défense par mail il y a quelques jours. Donc au niveau de la modification budgétaire numéro 2 de l'exercice 2019 qui a été voté le 24 octobre 2019, il est déformé par la tutelle de nouveau sur base de courrier qui ont été reçus après le vote, donc c'est un peu compliqué pour nous évidemment d'inscrire les bons chiffres. Donc il y a une modification au niveau de la recette, donc une majoration de recette pour les recettes de l'IPP, puisque sur base d'un courrier du 25 octobre 2019, l'USPF Finance, la recette à inscrire est de 2 27 893,34 € au lieu d'1 939 374,44 €. En lien avec ça, puisqu'il y a toujours des dépenses qui sont relatives aux frais administratifs par rapport à l'IPP, donc il y a une majoration de la dépense qui était de 19 674,47 € et qui sera de 20 123,52 €. Il y a aussi une majoration de recettes, suite toujours à un courrier daté du 24 octobre 2019, pour l'intervention de la province dans le cadre des dépenses liées aux zones de secours. Donc, on avait inscrit 18 000 € et il y a lieu d'inscrire 11 026,60 €. Donc là, la tutelle n'est pas allée jusqu'au bout de son raisonnement parce que, souvenez-vous, c'est une recette dépense. Elle a modifié le montant de la recette, mais elle n'a pas modifié le montant de la dépense. Voilà. Donc, au niveau du résultat global, donc avant la réformation à l'ordinaire, on était à 464 998,69 €. Après la modification par la tutelle, on est à 546 095,14 €. Il n'y a pas eu de modification au niveau de l'extraordinaire. Okay. Il y a des questions par rapport à ce point. C'est une communication de toute façon. Voilà. Et nous en arrivons au budget communal maintenant, Jean-François. On va d'abord
examiner un extrait de l'annonce politique qui est annexé au budget. Donc l'Union des villes et communes a procédé. Vous justifiez ça entre autres par le fait d'un bâtiment de fonds de pension qui a été alimenté de 200 euros en 2019. Qu'en est-il du deuxième plan de pension? Deuxième plan de pension. Oui, donc, On parlait du deuxième pilier? Oui, du deuxième pilier. Aucune décision n'a été prise jusqu'à présent. Donc, ceci pourrait modifier cela, on est bien d'accord. Oui, je vais dire que finalement, donc ça s'accélère, bien sûr. Donc, ça n'est puisqu'il n'y a Ça pas n'impacte pas. l'impact n'est pas Comptabilisé, inclus alors, dedans. non, absolument pas. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. La deuxième chose, je l'aborderai peut-être dans les pages que nous avons déposées par la suite, mais si je fais un bref calcul, on est à près de 90 000 euros sur l'espace peine de jeu. Si je compte Boulodrome 46 000, Colombo 15 000, un préau 10 000, l'acquisition de caméras de surveillance, ça fait Donc il y a 15 000 pour la caméra de surveillance, 15 000 pour le local Colombo Fils, Oui. c'est 30. 46 000 pour le Boulodrome. Oui, ça se fait. Et 10 000 pour le 10 000. Et 46 000, c'est une ancienne dépense, hein, c'est parce que je parcourais le. On est d'accord. Voilà. C'est pour le point suivant, mais c'était pour être vraiment certaine de mon intervention. Bien, d'autres questions? Moi, j'ai une petite question. J'étais assez étonné à la page 15, le salon d'accueil. Prévision 10 000 euros. Le budget, c'est combien? 650, c'est quand même 4 fois. Salon accueil des habitants et journée du personnel. Je me dis qu'il y a raison. 4 fois le montant. 4 fois le montant. Oui. 2650 euros de prévision. Une augmentation subite d'habitants. Non, non, mais je sais que je ne vais pas vous en parler. L'accueil des nouveaux habitants. Ah oui, oui, oui. Un projet, donc ce sera en plus du salon de service, de la journée professionnelle, il y aura aussi l'accueil des habitants. Ouais, c'est juste pour. Ouais. Et encore une autre petite constatation. J'ai vu que dans la page 17 pour les pensionnés, pour leur voyage, on se dit de 43 000 euros. Donc là, ici, je parle en question de nombre. Ils sont plus ou moins combien? Ça c'est une recette dépense, c'est pas suffisant. Ah. Donc c'est ce qu'on paye et puis Vous l'avez touché. les pensionnés, c'est ça. Donc donc, même si c'est 100 000 euros, il y a une recette de 100 000 euros aussi. Donc il n'y a pas. Et pour les dotations des églises, c'est la même chose aussi. Vous l'avez touché. Les dotations pour les églises. Oui, un jour peut-être. Quand vous la touchez pas, c'est parce que je me disais, on va dire que ça touche 300-400 personnes. Ils ont droit à plus ou moins 35 000 euros. Et je vais encore revenir sur ma belle ASBL Sport, qui elle doit se contenter de 16 500 euros par rapport au nombre aussi. Je parie qu'il y avait 400 jeunes Et les personnes plus âgées. des villes, je crois. Qui font du sport. Ah oui, vous n'avez pas le choix. Mais pour les 16 500, là, on a le choix d'une fois de monter aussi. C'est pas longtemps. Mais voilà, je dis par rapport au nombre, ça touche autant d'habitants. J'ai rien. C'est juste pour sensation, je dis par rapport à ce que les habitants sont touchés, ben, il y a peut-être 500 personnes qui vont vite, il y a peut-être 500 personnes qui le font aussi. Et je vois bien que le sport à 16 500. On peut parfaitement prendre d'observation, mais comme Pierre vient de le dire, c'est compliqué. Ça veut tout dire et rien dire, hein. C'est compliqué. C'est fait exprès. Et voilà. Il faut dire alors, vous ne voulez pas répondre, c'est compliqué, ça ne veut rien dire. Mais c'est fait exprès. Mais oui, c'est clair. Vous ne voulez pas communiquer là-dessus. C'est fait exprès. Écoutez, c'est très clair. Renseignez-vous un petit peu et vous verrez dans quel schéma on est. Hein. À un moment donné, on a décidé que les fabriques d'églises. Non, je ne parle pas des fabriques d'églises. Ah. Oui, fabriques d'églises, je ne même pas sur le terrain glissant de la fabrique. Raison. Je parle du Entre sport la professionnelle. Très bien ici mon collègue. Le sport, il y a 144 500 euros pour faire RCA. Donc là, c'est un sport aussi, quoi. Il n'y a pas que. Il ne faut pas isoler les 16 500.
Ouais, mais enfin, au détriment, alors, il y a 34 cas. Ah, mais donc, nous sommes à 360 et des poussières hein, sur la mission de deux. Oui. Ben, oui. Oui, mais Il faut quand même bien aller les chercher quelque part. On peut demander à la famille d'église. Excellente idée. J'invite à le faire. Alors, non, mais normal, c'est que je le dis. Ça reste, quoi, même si on va pas dire, même si on peut pas, mais si toutes les communes se mettent ensemble et disent non, on en aura peut-être un jour. Oui, Voilà. peut-être. Peut-être. Oui, mais. Bien, y a-t-il d'autres questions à propos du budget communal 2020? Non. Votre décision, par conséquent? C'est un refléter de projet qui. Toujours le budget. Mais oui, c'est ça, le budget, inévitablement. Et qui reprend des chiffres, il veut dire, sur des décisions qu'on n'a pas encore prises en conseil communal. Donc, voilà. Pas de souci. Le point suivant, c'est la composition du conseil consultatif communal des CNV. Donc, le conseil se compose 14 aînés, mais tu peux peut-être en dire davantage, Marianne, puisque... Donc, on a 4 filles, donc en juin, lorsque le journal, il y a eu l'apparition du journal Vivre à Saint-Georges, il y a eu un appel à destination des aînés pour des candidatures éventuelles au conseil consultatif communal des aînés. Ça a donné 7 lettres. Et puis, on a, en septembre, relancé, parce que bon, 7 c'était quand même pour peu, et surtout que le projet demandait, le ministère des pouvoirs locaux de Wallonie nous demandait au moins 17 membres, et nous avons relancé de nouveau les candidatures, et puis alors il y a eu encore d'autres personnes qui sont inscrites, et il y a maintenant 14 membres. On n'a toujours pas atteint les 17, mais enfin, nous ferons avec. Et il y a maintenant 17 personnes qui siègent régulièrement tous les mois au conseil consultatif communal des élus. Voilà. Donc, vous voyez les noms apparaître sur le document. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous en prie. Le conseil consultatif des aînés, vous savez que ça me tient à cœur. Donc d'abord, félicitations à toutes ces personnes qui vont s'investir. Et je voudrais savoir si, dans ce cadre-là, on ne pourrait pas leur octroyer un subside de fonctionnement. Alors je sais qu'il y a une participation de la commune, mais je pense sincèrement que ces gens ont besoin aussi d'avoir un peu plus de liberté. il y a un sujet. Il y a une somme qui est prévue. Donc j'estime que cette somme, je savais qu'il y avait un suivi, mais j'estime que cette somme pourrait être largement augmentée pour permettre à ces personnes de mener des actions qui peuvent
être plus honnête. Ah oui, mais de toute façon, si action onéreuse il y avait, il n'y a aucun problème. On peut fort facilement les rencontrer, c'est pas une difficulté. Mais quand on parle de 2500 €, ça signifie qu'ils sont, dans tous les cas, assurés de disposer de cette somme-là. Mais si je dépose sur la table et que les jurys qui accompagnent le conseil consultatif des aînés le relais vers le collège, il n'y a évidemment aucun problème à ce que ce soit un peu plus confortable financièrement. Donc, je vous rassure tout de suite à ce point de vue-là. On n'a jamais posé de problème, que je sache. Je n'ai pas parlé de problème, j'ai parlé de liberté de pouvoir réaliser des projets sans être, je veux dire, limité par une somme d'argent. Ce n'est absolument pas notre propos. Je vous rassure tout de suite. Bien, d'autres questions à propos de cette désignation et cette composition du Conseil consultatif des aînés? Non? On peut donc la réaliser, l'adopter? D'accord? Alors, le point suivant, c'est le schéma provincial de développement territorial. C'est un ouvrage qui a été entamé il y a plusieurs années déjà et qui, sous le pilotage du DG métropole de la province, a fait un travail quand même tout à fait remarquable. D'ailleurs, on a mis les petits plats dans les grands puisque deux services d'études ont accompagné la démarche complètement. Mon propos n'est pas de résumer cet ouvrage qui comporte quand même un nombre conséquent de pages, mais peut-être de vous donner une grille de lecture par rapport à cela. Donc, il y a en fait dans cet ouvrage deux parties. Une première partie qui a trait à l'ancrage provincial du projet et qui se traduit en master plan et en chantier provinciaux, et une deuxième partie où ce sont plutôt les préoccupations locales qui émergent à travers des plans guides et des projets phares. Donc la première partie, il y a 5 thématiques prioritaires. La première thématique, c'est la transition écologique et énergétique, et on peut la décliner en 4 points, la trame verte et bleue, la transition agricole, la transition énergétique, l'eau au cœur de l'ambition écologique. Deuxième thématique, l'urbanisme bas carbone, démographie et polarité, centralité, les pôles gares, les grands projets supracommunaux. Donc, tout ce que je vous cite se trouve dans le document que vous n'avez pas manqué de recevoir, même le plus rapidement possible pour vous donner le loisir de le consulter. La troisième thématique, c'est la régénération au service du développement économique. Et là, on vise en particulier l'offre économique provinciale et les sites stratégiques. La quatrième thématique, c'est la mobilité durable. Là, les axes sont le réseau routier, le covoiturage, le ferroviaire et les lignes de bus, et l'offre de mobilité dans les zones rurales. Et enfin, la cinquième thématique, c'est l'offre touristique, et on entend par là le tourisme itinérant, l'eau et les loisirs en pleine nature, et le patrimoine et les événements. Alors, ça c'est une première grille de lecture. Et alors, la deuxième partie de l'ouvrage, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, reflète les préoccupations locales à travers des plans guides et des projets phares. Et 7 territoires de projets ont été isolés au niveau de la province. Le premier, c'est la vallée Lausanne. Le deuxième, c'est l'axe nord, qu'on entend par là le corridor nord et l'axe de l'innovation. Le troisième, c'est l'Ardenne. Le quatrième, les vallées de l'Ourthe et de l'Orlève. Le cinquième, la vallée de la Vestre. Le sixième, l'Entre-Vest et Meuse. Et le septième, les plateaux de l'ASB et du Condron. Voilà le plan brièvement ébauché du schéma provincial de développement territorial. Maintenant, si on va un petit peu plus loin dans les choses qui nous intéressent, et les choses qui nous intéressent, on a les pieds dans la Meuse
Donc, on peut s'intéresser à la vallée Mosane. Et là-bas, donc, on retrouve au niveau de la vallée Mosane une lecture qui repose sur les actes d'action du schéma provincial de développement territorial. Donc, on y évoque la transition écologique et énergétique, l'urbanisme bas carbone, la régénération du territoire au niveau au service du développement économique, la mobilité et enfin l'offre touristique. En ce qui concerne par contre les plateaux de l'ASB et du Condro, les axes d'action, ce sont les mêmes 5 axes. Donc au niveau de la transition écologique et énergétique, la cristallisation se fait en direction de l'agriculture diversifiée et complémentaire entre l'ASB et le Condro. Le réseau hydrographique et les ressources en eau mieux protégées, l'ASB et le Condro en pointe de la transition énergétique. Pour l'urbanisme bas carbone, un développement de l'habitat recentré sur le village, quelque chose qui doit quand même nous faire écho. Troisièmement, la régénération du territoire au service du développement économique, ce sont des filières de matériaux locaux structurés et des savoir-faire constructifs développés. Ça aussi, ça fait écho à quelque chose de tout récent. Et l'ASB et le Condro proposent une offre économique adaptée aux évolutions du monde du travail. Et en ce qui concerne la mobilité, une offre de transport en milieu rural restructurée qui s'appuie sur les initiatives locales de mobilité. Voilà, je peux essayer de répondre à des questions si vous en avez, mais entrer davantage dans le document, ça nous impose pratiquement une lecture, et après la lecture, réfléchir et discuter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Pas vraiment une question sur le schéma provincial en lui-même, concernant le développement du territoire, mais ça a inévitablement un impact dans le futur de notre commune. Vous demandez si il est envisagé des émissions comme il y en a déjà eu auparavant. Par rapport à ceci, à ce stade-ci, je ne pense pas en tout cas. Mais si on creuse un petit peu plus loin, on va retrouver des notions comme celle de covoiturage. Le parking de covoiturage, ce sont des choses qui viendront tôt ou tard sur la table de discussion. Et il y a encore, on ne va peut-être pas travailler en commission, mais toutes ces initiatives que l'on retrouvera à la fois dans l'opération de développement rural et à la fois dans des projets que nous allons mener en appui du schéma provincial de développement territorial, passeront évidemment à l'examen de ce Sénat. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions particulières, et vous pouvez en avoir à un autre moment, que ce soit en conseil ou si vous souhaitiez en parler, on pourrait toujours le faire, ce n'est absolument pas problématique. Mais je crois que ce qui est important ce soir, c'est de souscrire à ce schéma provincial de développement territorial et quelque part de l'adopter. De toute façon, si nous le faisons sortir par la porte, il reviendra par la fenêtre. Donc, je crois que ça peut être un outil efficace pour nous autres, à approfondir et à manipuler chaque fois que l'occasion s'en présente. Voilà, donc je vous suggère d'adhérer au schéma provincial de développement territorial et je vous demande votre décision. Ok, merci. Alors, il me faut demander l'urgence pour quelque chose de très particulier. Je vais essayer de vous expliquer ce dont il s'agit. On a reçu le 11 décembre, donc la veille d'envoyer les documents du conseil communal, mais personnellement, je n'étais pas à la commune le 11 décembre pour des raisons bien sérieuses. Et la directrice générale n'a pas eu le loisir non plus de prendre connaissance de ce document qui est tombé un petit peu comme un cheveu dans la soupe. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une décision prise par le gouvernement fédéral, enfin par la région
en appui sur le fédéral, puisque, en fait, de quoi parle-t-on là-bas? Et on parle d'un nouveau processus de recouvrement qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Donc il s'agit d'injecter dans le code de la démocratie et de la décentralisation un nouveau code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. C'est quelque chose d'assez nouveau. J'en pense entendre, vous avez déjà entendu parler aussi, mais enfin, bon, c'est un levier qui sera à la disposition des administrations et d'autres corps constitués pour exiger le paiement, par exemple, d'amendes ou de condamnation à destination de la population. Donc, par exemple, les classements de procès-verbaux, ça ne va plus fonctionner de cette façon-là. Dans tous les cas, s'il n'y a pas paiement, c'est les contributions qui s'arrangeront avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. La problématique qui nécessite l'urgence, c'est que, je viens de vous dire, ça entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020, et ça peut, je vais dire, hypothéquer le fonctionnement de certains réglementages que nous avons arrêtés ensemble à partir du 1er janvier 2020. D'où l'urgence, en ce qui nous concerne, et c'est valable évidemment pour toutes les autres communes, de prendre rapidement habitude par rapport à cela, sinon on risque de se retrouver coincé dans toute une série de cas de figure. Idem pour la région aussi, qui doit, au niveau du code oui, merci, intégrer ce nouveau dispositif dans les délais les plus brefs pour ne pas être elle-même en porte-à-faux. C'est quand même un petit peu dommage que quelque chose qui est en gestation depuis le début de l'année mette autant de temps pour venir sur notre table, alors que nous sommes directement impactés par cette décision. Donc, première question, est-ce que vous êtes d'accord d'examiner et de décider par rapport à ce point en urgence? Ok. Deuxième question, par conséquent, est-ce que je peux essayer d'éclairer votre lanterne si besoin? Mais écoutez, c'est un peu surprenant, comme vous le dites, d'avoir une telle réglementation, on veut dire, qui sont comme ça, que nous n'avons pas eu le temps d'analyser pour dire ce qu'il en est, même si on comprend bien qu'il est important d'avoir des leviers au niveau des administrations pour pouvoir récupérer un peu d'argent. De l'autre côté, étudier ce règlement en si peu de temps. Je pense qu'on est dans le champ de la décision de principe. De toute façon, il est impossible de rétropédaler par rapport à une. C'est inscrit dans les astres. Ça a été décidé à un autre lieu que celui que l'on partage ce soir, par exemple. Donc, par peine ou par l'aide, nous devrons nous y soumettre. Bien entendu, mais voilà, donner un avis, soyons clairs. On ne peut pas en 3 jours, je vais dire, de temps, se pencher sur une telle matière. J'entends bien, mais nous allons quand même devoir prendre attitude. Si j'ai davantage de documentation à un moment donné, je me ferai un devoir de la communiquer aux différents conseillers, mais à l'heure actuelle, je suis pareillement le bec dans l'eau que toutes les personnes autour de cette table. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Quelle est votre décision? Okay. Parfait, merci. Voilà, de cette façon, j'en ai terminé avec les points inscrits à l'ordre du jour par le collège. Madame Edon, vous nous avez adressé plusieurs points que vous souhaitiez présenter au conseil. Donc, je vous sais pas. Le premier point concerne la représentation des projets citoyens au sein de la Maison des Jeunes. Suite à une évolution de carrière, Mme Joëlle Dorguen ne peut plus assurer notre représentation de manière optimale. Et donc l'équipe de projets citoyens, en accord inévitablement avec Mme Dorguen,
qui en fait partie, désigne mademoiselle Charlotte Paris pour la remplacer dans cette fonction. Bon, vous voyez. Ok. Céline, tu as reçu une démission de la Nathalie? On a une démission, elle a été actée en conseil d'administration, validée avant-hier par l'Assemblée générale. Donc on a déjà introduit Madame Paris, on en a profité qu'on a validé sous réserve de l'acceptation du conseil communal. Elle serait automatiquement renouvelée aux prochaines révisions. Ok, bon, de toute façon, en ce qui me concerne, c'est une prise d'acte plutôt que quelque chose de... Le deuxième point, c'est rapport d'activité du service communication. Donc, au même titre que d'autres services communaux, nous souhaiterions que le responsable communication nous présente son rapport d'activité 2018-2019, ainsi que les projets établis pour 2020. Bon, alors, petit rectificatif aussi, parce que vous évoquez un document qui ne vous avait pas été fourni, mais nous l'avons déposé sur la table de chaque conseiller, ici au conseil communal, en date du 25 avril 2010. J'en veux bien, si je peux, en avoir... je le tiens à votre disposition. Parce que d'ailleurs, je le mets par ailleurs sauf erreur de notre part, par rapport à la fiche... Donc on ne l'a pas seulement mis à votre attention, mais tant qu'à faire, on l'a distribué à tous les conseillers. Ce n'était pas que le document que nous souhaitions avoir, c'était donc le rapport d'activité. D'accord. En ce qui concerne le rapport d'activité, aucun service administratif ne fait de rapport d'activité. La seule exception, et qui est tout à fait ponctuelle, ça a trait au bilan de l'année. L'accueil extrascolaire. Voilà, c'est ça. Donc l'accueil extrascolaire, mais après la virgule, il n'y a pas de etc. Aucun service administratif ne rentre un rapport d'activité, et je ne vois pas pourquoi la personne chargée de communication devrait le faire. Donc, tout simplement parce que, bon, je vais être un peu, le principe de l'intercommunal, ce n'est peut-être pas la même manière de voir les choses, mais tout service d'une intercommunale se doit de rendre un rapport d'activité de l'année, et ça permet aussi de voir vers quoi on se dirige au niveau des projets de l'année suivante. Et il me semble important, et je l'ai déjà répété, et ça ne me semble pas être quelque chose de difficile à comprendre, le service communication est en lien particulier avec la population. Vous allez me dire, tout comme le service population, sauf que vous venez au service population pour faire des démarches dans le cas d'une naissance, un mariage, un décès, ou pour venir chercher des papiers. Par contre, le service communication est je vais dire plutôt le reflet vers l'extérieur. Oui, je vais dire le reflet du conseil communal, de l'administration communale. Et il me semble que on se doit d'avoir un rapport d'activité. Y a-t-il des événements prévus? On va se dire que oui. Ne fût-ce que prendre le salon de l'emploi, qui est une collaboration avec d'autres communes, inévitablement, j'espère que notre application vis-à-vis de cet événement, puisque maintenant nous avons un responsable communication, aura, je vais dire, un plus par rapport à cette fonction. Les relations presse, voilà. Je pense qu'un service communication est quelque chose d'important, et comme je vous dis, en général, la population vient à l'administration communale dans le cadre de démarches administratives ou autres, et ici c'est plutôt pour moi, et de ce que j'en avais lu dans la presse au moment de l'installation du responsable, je vais dire un reflet de notre administration communale. Et c'est aussi un lien entre les différents services d'un point de vue personnel, si j'avais bien lu à l'époque ce qu'il en était. Et donc, j'espère qu'un service communication a des projets vis-à-vis de la population. Et, voilà. Tout est
Là, je crois qu'on ne parle pas ou qu'on n'aborde pas la matière de la même façon. Dans l'esprit du collège, la personne chargée de la communication est une courroie de transmission. D'accord ? On ne lui demande pas de faire preuve d'une imagination débordante, on lui demande d'apporter de la concrétisation par rapport à ce qu'on souhaite. Parce que l'organe politique et administratif souhaite faire passer en direction de la population. Ce n'est pas quelqu'un qui est en stand-alone et qui navigue comme bon lui semble. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que le collège ne souhaite pas faire un distinguo entre un service et un autre, ou c'est tout le monde ou c'est personne. Et jusqu'à nouvel ordre, ce sera personne. Voilà. C'est votre choix. Oui, c'est votre choix. Et voilà, je ne peux que le déplorer parce que à un moment, je vais prendre le livre de Saint-Georges. Je prends cet exemple parce que c'est peut-être le plus concret. On vient d'en recevoir un dans nos boîtes aux lettres. Au début du conseil communal, quand on a parlé du CDS, je dis qu'il fallait remercier le personnel, les travailleurs sociaux, paramédicaux et autres de l'administration. Aujourd'hui, je pense qu'on méconnaît notre administration, sauf que quand on a une démarche administrative, je le répète, mais voilà, c'est quelque chose. C'est un lien important, c'est un poste important. Il n'est pas là que pour faire de la transmission d'informations en interne. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et mettre en avant des services vis-à-vis de leur population est quelque chose d'important. J'en ai parlé au conseil de police en aparté. Aujourd'hui, on se rend compte que nos services de police, de manière générale, je ne parle pas à ceux de Meuse-Bay, que nos pompiers n'ont plus le respect qu'ils ont droit par rapport à leur activité. C'est un fait, c'est un fait de société, je vais dire, mais je pense, autant je suis là pour défendre, etc., je pense que tant il y a une question d'éducation société, on est bien d'accord, mais je pense que nous, pouvoir public, que nous soyons conseillers ou à un autre niveau de pouvoir, c'est de notre faute aussi. Nous ne mettons pas en avant nos compétences, nous ne mettons pas en avant nos valeurs. Et ce n'est pas une question d'opposition ou de majorité. Non, voilà. Et donc, ça me semble important de savoir quels sont les projets établis pour 2020 par un responsable communication. Mais j'ai entendu votre réponse. Mais oui, et encore une fois, je ne considère pas comme un responsable communication, je le considère comme un administratif au sein de la commune, et surtout, et j'abonde dans votre sens, une courroie de transmission pour essayer de mieux présenter et ce qu'on dit pour notre commune, on peut la dire pour les 31 communes de Wiwarren et les 84 de la province de Liège, et sans doute davantage si on veut aller aux 262 de Wallonie. Donc, soyons clairs, ici c'est vraiment la communication en elle-même de notre administration. C'est parce que, bon, derrière, vous mettez une personne, mais je pense qu'il n'est pas le seul, que d'autres travaillent dans le même cadre. J'ai mis une personne parce que vous-même vous l'y avez mise. Oui, j'ai mis le responsable, parce que voilà. Ok. Ça va? Donc j'ai entendu que la vous ne répondait pas. Oui. Je vais laisser peut-être la parole. Donc, sur la formation de la gestion des déchets, nous avons lu sur Facebook justement qu'il y avait eu 2 formations en novembre dernier et que les prochaines auraient lieu en février, si je ne m'abuse. Février-mars, voilà, si je ne m'abuse. Ben voilà. À un moment, je vais dire, c'est parce que nous avons eu l'information cette semaine
Mais c'est regrettable, c'est un manque de communication pour moi. Même si ça est paru sur les réseaux sociaux une fois. Voilà. Moi, je n'ai pas reçu, en tout cas. Je dois vous dire que non. Et autrement, on n'aurait pas déposé le point pour venir vous dire, bah, écoutez, on a déposé un point, mais on le retire parce que, voilà. Je crois que c'est au février-mars, si on va revoir. Pour les ateliers avec Intraday, les 12 et 13 novembre dernier, on a envoyé, Intraday a envoyé 3000 invitations, on dit 3000 boîtes aux lettres. Elle a fait 15 jours à l'avance parce qu'elle estimait que si on le fait plus tôt, il n'y a pas de retour. Et malgré cela, il y a eu une trentaine de personnes sur les deux ateliers. Donc, tout ça pour vous dire que pour le 15 février, enfin, je sais plus si c'est le 15 février, bon, le 14, le 28 février, le 18 mars ou le 7 mars et le 21 mars, il me semble que c'est un peu tôt que pour lancer les invitations à l'heure actuelle. Ceci, c'est une première salle, il y en aura deux. Simplement pour vous dire que le collège et moi en particulier, le cheval du développement durable, nous avons ce devoir de développer et la sensibilisation et la prévention à la production de déchets. C'est pour ça que on est entré dans un plan local de propreté. Je me suis étendu là-dessus au précédent conseil communal. Nous avons mis en route des ateliers de l'hypercafé et le prochain, comme ça vous serez au courant, même si c'est très tôt, ce serait le 29 mars. Il aura lieu le 29 mars. Et c'est pour ça aussi qu'on est entré avec la Tradel on a demandé deux ateliers de formation zéro déchet à Tradel. Et j'avais promis aux participants de ces deux ateliers zéro déchet qu'il y aurait une suite. Parce qu'il doit y avoir une suite, ça ne peut pas être ponctuel comme ça. Il y aura une suite. La suite, mais comme vous l'avez dit, c'est d'abord deux ateliers au niveau de la production de produits naturels à la fois corporels et produits ménagers avec des producteurs naturels. C'est de les acheter à des grandes multinationales. Et le second point sera, c'est un peu compliqué avec le RGPD, je dois vous l'avouer, d'inviter la trentaine de personnes qui ont participé à ces deux ateliers zéro déchet pour constituer, comme ils me l'ont déjà demandé, en tout cas certains d'entre eux, une équipe de citoyens éco-responsables qui participeront, je l'espère, à l'élaboration d'un programme sur le territoire communal et cela sur plusieurs années. Ce sera leurs idées d'abord, que je pense que la responsable politique doit faire écouter et faire des ouvertures quand il le faut. Et là, comme je sais qu'il y a déjà beaucoup de spécialistes sur Saint-Georges en termes de zéro déchet, en tout cas de non-production de déchets, ou de moins de production de déchets, on fera cette équipe éco-responsable qui aura pour objectif d'informer la population sur les petits moyens et les gros moyens qu'il y a lieu de mettre en place pour que nous réduisions, on a parlé lors de la taux vérité, pour nous réduisions nos déchets ici sur ce territoire. C'est une bagarre supplémentaire. Et moi, ce qui me satisfaisait à ces ateliers zéro déchet, c'est qu'il y avait quand même quelques jeunes, et même un gamin de 14 ans, qui était particulièrement intéressé par ça. Voilà. Donc, des informations, vous en aurez. Il y a un suivi, je vous le promets, et ce ne sera pas qu'un suivi en 2020, ce sera un suivi sur la législature. Nous soutenons ces initiatives, puisque elles étaient alors. Je crois que c'est Oui, quand même, je coupe bien sur le commentaire. Il y a un mois d'ici, 52 à la une, FPBF, beau documentaire sur les immondices belges. Quand on voit qu'il n'y a que 10 à 15% d'immondices belges qui est trié et qui se sert vraiment en recyclage en Belgique, et qu'on voit des containers qui arrivent au Bangladesh, qui est tapé comme ça à terre et qui est trié par des enfants, par des gens qui sont payés et qui font leur mouvement dans les détritus, je ne peux pas consommer ça. Moi, ça veut dire qu'on cautionne la traite des enfants, la traite des gosses, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est bien, tout c'est tri. Je trouve qu'un travail est très mal organisé et qu'il n'arrive pas bien à suivre ses sous-traitants et tout ça, s'il se passe tous ces trucs-là. On ne s'est pas bien compris. Oui, mais c'est pas la commune qui s'en veut, zéro déchet, ce sera les citoyens qui l'atteindront.
Et les thèmes, ils sont là pour tout le monde. La commune de Gers en a sorti quelques-uns, mais c'est acheter durable. Oui, c'est tout à fait là. Moi, ce que je veux dire, c'est pas envoyer une chose comme ça. Pas de Don Je veux dire que, tiens, moi, je ne trouve pas, hein, dans tout, vous incinérez et tout, ça me fait de l'énergie dans mon pays, et je ne vais pas faire travailler des enfants à trier des poubelles, nos poubelles, voilà, quoi, je peux faire tout ça, tout dans la poubelle, ça incinère tout. C'est vrai que c'est la pollution, je veux bien le mettre, mais je préfère encore estimer ma pollution et mes déchets que des envoyer du Hawaï, et pas des enfants qui les deviennent. Ça, c'est un avis à moi et personnel peut-être, mais. Il y a quantité d'exemples aujourd'hui que l'on peut mettre en évidence ici en Wallonie, et même ici à Liège, ici à Grasse-Olonne, pour ceux qui ont participé ou qui n'ont pas participé à la conférence de presse concernant les maisons évolutives. Le directeur des ateliers d'avenir a démontré que sa société était éco-responsable, qu'il n'y avait pas un litre de mazout utilisé pour chauffer ces grands ateliers, que tout était récupéré, tout ça d'une manière intelligente et en auto-financement. Il y a plein de... Tu as raison sur le principe, et effectivement, c'est un peu dommage que ça se passe comme ça, c'est même infernal, mais il y a des choses qui se passent et qui, j'espère, vont se passer sur ce territoire de Saint-Jean-Plus. Merci. Ok, merci Pierre. Alors, le point suivant, c'est le quartier du mur que Joseph proteste. Lors d'une rencontre le 7 octobre 2019 entre quelques riverains de la rue Joseph Proteste, des représentants communaux et le chef de zone, il avait été abordé le fait qu'un projet d'aménagement du quartier en lien avec l'évolution du RSC stocké ou activé et une étude quant au mode de circulation était en cours. Donc, on a parlé de 15 000 € pour les caméras tantôt. Maintenant, qu'en est-il de cette étude? Je sais que les drones sont passés, ont pris pas mal de clichés, mais a-t-on un tour de ça? Vous m'apprenez que des drones sont passés et ont pris des photos. Ah, bah. En tout cas, ce ne sont pas les drones que nous avons commentés. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour en venir ce sont les drones que le chef de zone avait mentionné. Ah, mais écoutez, le chef de zone, c'est la police. Ici, c'est la commune. Oui, mais enfin, c'est quand même, je veux dire, on est d'accord que si on est la commune. Si, mais oui, mais écoutez. Vous permettez? Oui, je vous écoute. Pas de facile, mais je vous écoute. Qu'il y ait eu survol de drone, la seule explication qui le justifierait, c'est la problématique des matchs à risque auxquels on est confronté. Je pense que c'est début février que la Louvière est échouée à Stocké. Nous avons le 10 janvier une réunion de crise pour préparer l'événement. Parce que ce genre d'événement doit malheureusement se préparer, même si ce sont des activités ludiques et sportives. Donc, voilà, c'est tout pour ce qui est du questionnement à propos des drones. En ce qui concerne ce qui a été évoqué lors de cette fameuse réunion du 7 octobre, c'est la problématique de l'accès au parking. Et c'est aussi et surtout, et à moins que je ne l'égare, vous serez d'accord avec moi, la problématique de ce qui se passe sur ce parking à partir d'une certaine heure quand il fait bon. D'accord? Oui. Vous-même en avez sérieusement fait part. Alors, ce à quoi nous voulons aboutir par rapport à l'utilisation du parking, c'est d'avoir un chemin d'accès et un exutoire. Et notre volonté également, c'est à partir d'une certaine heure de fermer le feu. Purement et simplement. Il y a une barrière qui existe côté plaine. Et il y aura bientôt une barrière côté football. Donc, à partir d'une certaine heure, nous veillerons à ce que ces barrières soient fermées. En tout cas, que les organisateurs d'un événement soient mandatés pour le faire. Dès lors que le chemin qui longe une propriété est accessible, ça signifie que les gens qui retournent derrière la maison des jeunes peuvent quand même y accéder sans qu'il n'y ait à disposition de malotru
un espace suffisamment grand pour faire des dérapages et 36 000 choses. Donc voilà où on en est au niveau de la réflexion de l'utilisation des parkings. Quant à l'aménagement du quartier, moi je ne me suis pas engagé dans un aménagement de quartier et je ne me rappelle pas qu'on ait parlé d'autre chose que du parking. Oui, je ne mets pas nécessairement sur la réunion, mais d'un mode de circulation dans le quartier. Peut-être mal exprimé dans ce qui m'est noté ici, mais donc il était abordé un projet d'aménagement du quartier avec l'évolution du RRC, c'est ce que vous venez d'exposer, mais je pensais que l'étude de circulation était bien plus vaste que le simple fait de match de football à risque. Non. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'étude de circulation. De circulation dans la rue Joseph-Hôtesse? Pas du mur de Joseph-Hôtesse. Non, pas du tout. D'accord. Voilà. Et deuxième point, c'est l'aménagement de la plaine de jeu communale. Donc je pense que là, on en a déjà parlé à plusieurs reprises au niveau de l'installation lors de plusieurs conseils communaux. Et donc, on a reçu une enquête publique. D'ailleurs, on a abordé aujourd'hui le financement du nouveau boulodrome. Pas du nouveau boulodrome. De l'agrandissement du boulodrome, on va dire comme ça. Mais bon, quand on connaît la plaine de jeu, quand on regarde le boulodrome, sur la gauche, vous avez la maison des jeunes, sur la droite, vous avez le retour de la plaine de jeu, sur l'arrière, vous avez le football, et donc sur l'avant, la plaine de jeu. Et donc, on lui demandait si on pouvait avoir une présentation du projet d'extension du boulodrome. Écoutez, j'ai tiré de là votre attention. C'est gentil. Voilà. Donc, entre la petite salle et le boulodrome, il y a ce qu'on appelle une réserve bar qui fait 3,95 m extérieur sur 2,66 m. OK? Et ce que l'on agrandit, c'est la prolongation de cette réserve bar, accolée au pignon du bâtiment pour aboutir à une longueur totale de 9,80 m. Donc 9,80 m moins 3,66 m, ça nous fait 5 m. C'est tout. Et cet agrandissement va servir à quoi? À un WC, j'ai dit traditionnel, un WC pour personnes handicapées et un petit local technique d'1,45 m sur 2,80 m. J'ai imprimé les plans à votre intention, je vous les laisserai. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a une enquête publique? Tout simplement parce qu'on est en dehors de la zone à bâtir, que le bâtiment existe et que le code d'été prescrit dans un cas pareil une enquête publique. C'est tout. Mais attendez, si on était 10 mètres plus avancé, on l'aurait fait et vous ne l'auriez pas vu. Je ne pas le bien-être et l'amélioration d'une infrastructure comme le boulodrome. Moi, ce que je vous demandais, c'est une présentation de l'aménagement global du site. Et là, vous l'aurez quand nous l'aurons. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de 15 000 € pour bien sûr. Les caméras, 46 000 € pour le boulodrome, 10 000 € pour les colombophiles et pour l'aménagement, 15 000 pour les colombophiles et 10 000 pour le préau. Alors le préau, on en avait déjà parlé la fois dernière, c'était pour protéger les enfants en cas de tout ça, inévitablement, est présenté à la petite pièce, entendu. Bien sûr qu'il faut protéger les enfants du soleil, c'est logique. Aménager un boulodrome pour permettre à ces personnes qui fréquentent tous les jeudis la pétanque et d'avoir leurs aides, bien sûr il faut le faire. Avoir des caméras pour la sécurité et pour l'extension éventuelle. J'ai lu dans la presse qu'on envisageait un partenariat privé, mais qu'on attendrait le mois de février pour connaître les résultats du club de foot et envisager d'avoir d'autres. Bien sûr qu'il faut aider le sport, mais à un moment,
on arrive à chaque fois avec des petites mesurettes en nous disant, ben, ça c'est bien pour le soleil, ah, ça c'est bien pour ceci. Mais il n'y a pas de projet global. Et donc, c'est ça qu'on vous demande. Madame, pour avoir un projet global, il faut déterminer qui va faire ce projet global. Un peu à l'instar de ce qu'on a fait pour la place du fait. Quand on a arrêté une série d'initiatives aujourd'hui, par exemple, ou qui sont exprimées dans le budget, donc, ipso facto, on les a arrêtés, c'est le plus petit commun dénominateur de ce qui est absolument indispensable. D'accord? Donc ça, on n'y coupera pas. Pour le reste, on va voir ce que l'on va faire sur base d'une étude qui aurait été faite par des gens compétents qui vont nous suggérer des options et dont nous aurons l'occasion de discuter autour de cette table-ci. Donc ce n'est pas à la petite mesure. On pose les pas japonais qui vont nous permettre d'avancer, mais ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas un jardin qui contiendra ces pas japonais. J'en suis même convaincu qu'il y aura un jardin japonais qui contiendra. Non, ce n'est pas japonais. Ouais, je veux qu'il soit n'importe quelle autre idée. Ce que je ne souhaite pas, c'est en tant que conseillère communale, voter des sommes d'argent. Je rappelle quand même que cet argent est l'argent des citoyens. Pour à un moment me retrouver à me dire, ah tiens, j'ai investi 20 000 € à ce moment-ci, et dans 2 ans, parce que j'ai un projet qui sera encore mieux, et ben je vais user 20 000 € pour retirer ce que j'ai fait et en remettre 50 000. Donc à un moment, je pense que des projets doivent être déposés sur la table, mais ce n'est encore une fois que mon avis, et je comprends que vous n'avez pas le même que le mien. Eh bien, là-dessus, je ne même que le vôtre. Mais bien sûr, nous aurons encore d'autres avis divergents, je vous le promets. Alors, je vous ai déjà fait copie des plans, comme ça, cet agrandissement de Boulodrome, je pense que quand vous allez consulter, vous allez tout de suite appeler. Encore une petite question. Oui. Ils ont eu une somme d'argent, je ne vais pas dire les chiffres, c'est peut-être 48 000 pour faire un bar. Ils n'ont pas eu l'argent pour faire un bar. Les matériaux. Ils ont eu des matériaux. Oui. Et ce bar-là, il n'est pas bien fait, il est très mal fait. Vous n'avez pas fait. Mais c'est pas mal fait, c'est pas fait avec les matériaux. Moi, c'est parce que j'ai vu le président qui avait l'air pas très content, il parle même de partir de ce président à c'est sûrement un malaise. Il peut y avoir un malaise, effectivement. Ça, je ne pense pas qu'on ait signé un bail amphithéotique pour faire une session du Boulodrome. C'est une infrastructure communale et qui restera communale, qui est mise à disposition, mais c'est un outil qui peut fonctionner indépendamment du club de pétanque actuel, et on pourrait très bien voir débarquer un deuxième, voire un troisième club de pétanque. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Donc, en résumant ce que vous venez de dire, vous avez quand même l'intention de faire appel à une société extérieure pour planifier l'aménagement de la plaine de jeu, si j'entends bien ce que vous avez dit. En tout cas, d'avoir un guide, oui, bien sûr. Et vous avez déjà des contacts, ou vous avez déjà, s'il n'y a pas encore de projet véritable exprimé par la majorité, vous avez déjà au moins une ligne directrice pour ces aménagements, ou pour savoir qui pourrait s'occuper de ces aménagements, ou en tout cas de projets d'aménagement. Pour savoir qui devrait s'en occuper, il faudrait idéalement lancer un marché de services. Ça, le collège peut très bien le faire. Et qui définira. Et qui dira, voilà, écoutez, là c'est une plaine de jeu. Dans votre lecture de ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faudrait idéalement? C'est de cet ordre-là. On ne peut pas être plus précis. C'est assez non, parce que si on pouvait être plus précis, on n'aurait pas besoin de faire confier ça à quelqu'un. S'il y avait au sein du collège quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce genre de choses, on s'en passerait bien. Vous lui demandez des idées, par exemple, mettre un espace agorable, vous pourriez lui demander. Oui, bien sûr, c'est évident.
Ok, bien sûr. Voilà. Ah, ce qui est pareil aussi, hein. Oui, Mais tout ça, on en a déjà discuté lors des précédents conseils communaux, et je pense que c'est important qu'on puisse se pencher le conseil communal et pas rien que le collège. Ça, vous voyez qu'on avait trouvé des points de discorde entre nous deux. Allez, bon. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a fait le tour de la question? Oui. Enfin, de quoi je soulève. Ah oui. Attends. Juste encore une petite information qu'on voulait vous donner. Donc, au conseil du 21 novembre, nous avons de commun accord décidé, par principe, d'ester en justice dans le cadre de l'affaire Inoudianitis. Eh bien, on vient de franchir le pas, puisque nous avons décidé de désigner, avec d'autres communes, Maître Rigaud et Maître Renette, qui apparemment sont bien affûtés dans cette matière-là. En tout cas, c'est comme ça que nous avons dit les choses. On n'a pas rejoint la province et on n'a pas rejoint la région. Pourquoi? Parce qu'il y avait possibilité de travailler avec des communes et que nos intérêts communaux, provinciaux et régionaux pourraient à un moment donné être divergents. Donc si nous travaillons avec les mêmes avocats, de 2 ou de 3 côtés, on risque à un moment donné d'avoir des avocats qui vont faire un arbitrage, et un arbitrage c'est pas toujours bon. Donc autant rester entre communards, si vous me permettez l'expression, et c'était la dernière information que je souhaitais vous faire passer. À présent, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une santé impeccable tout au long de 2020, et si vous avez encore un peu de loisir, nous vous proposons de prendre le verre de la midi. Voilà. Merci pour votre présence et votre temps.